On m'a souvent dit quand on venait dans mes vignes que quand on marchait c'était souple, voilà, il y a une espèce de douceur qui fait que bon, on n'est pas sur quelque chose de dur, de rude, quoi. Dans les années 60-70, un ingénieur agronome, Maxime Guillaume, a écrit un petit ouvrage qui est passé quasiment inaperçu à l'époque et qui est peu connu aujourd'hui. Le titre, c'est « Le sol fait le climat ». 50 ans après, on a du mal à assimiler cette vérité, cette maxime. C'est sans doute les similitudes, les apparences qui trompent et qui font qu'aujourd'hui, on en est à chercher des solutions comme des bassines pour irriguer, alors que la solution, elle est sous nos pieds. Donc je vais brosser un cadre. Là, ici, on est en Piémont-Cévenol. Vous avez Anduze, l'Aigual. Vous avez Alès, le Lozère. On est à 5 km à vol d'oiseau. On est en climat typiquement méditerranéen, même arrière-pays méditerranéen. Mon grand-père me disait toujours, si tu veux connaître le climat ici, c'est longtemps sec, longtemps mouillé. Ce qui veut dire que quand c'est longtemps mouillé, ça peut être beaucoup d'eau en même temps et en peu de temps. Donc si vous n'avez pas un sol capable d'éponger une partie de cette eau, ça part directement à la mer, d'où sécheresse, inondation et compagnie. La crue que nous avons eue ce matin a baissé sur le Gardon d'Anduze. Néanmoins, nous attendons d'autres pluies. À l'heure où je vous parle, nous avons le tonnerre, des éclairs et des orages qui arrivent. Et donc, nous nous préparons malgré tout à une nuit éventuellement compliquée. Vous avez deux vignes, donc il y en a une en bio, une en conventionnel. Donc au premier coup d'œil, bon, c'est vert d'un côté, c'est vert de l'autre, un peu plus foncé parce que c'est pas le même cépage. Là c'est de l'Uni blanc, là c'est du Merlot. Donc la façon de travailler, si vous regardez, bon, il y a une rangée qui est travaillé mécaniquement, donc le sol est à peu près nu. Vous avez une rangée qui est enherbée. Si on va de l'autre côté, vous voyez, on a une rangée travaillée ici, une rangée enherbée, une rangée travaillée. Donc, à vue de nez, la différence entre les deux, bon, celui qui a un œil averti, il va reconnaître quelques indices qui vont lui faire dire laquelle est en bio, laquelle ne l'est pas. Allez, si vous donnez votre langue au chat, vous avez un érigéron. Dans les vignes qui ont des sols bien structurés, elles ne poussent pas. Il y a les graines, mais elles ne poussent pas. Par contre, dans les vignes qui ont des sols bien tassés, c'est une plante pionnière. Donc les plantes pionnières, c'est quand le sol est fatigué et tout, mais elles sont là pour refaire du sol. De ce côté, vous n'en trouverez pas, vous pouvez chercher. En fait, là, vous avez 44 ans de culture bio, et là vous avez de la culture conventionnelle avec désherbant. Donc on voit les effets, hein. Le sol il est grosse fissure, tout craquelé. Si on regarde les productions, bon, on est sur des belles productions, donc il n'y a pas de souci. Une vigne en conventionnel le produit. Une vigne en bio, ça produit aussi. Après, ça dépend des cépages et tout. Bon, au niveau maladie, ça a été maîtrisé d'un côté un petit peu moins ici. On voit quelques impacts du mildiou encore là. Mais c'est pas ça qui a enlevé toute la récolte. On a quelques coups de soleil. J'en ai aperçu un là. Mais ça, c'est les 44 degrés qu'on a eu ces jours-ci. Donc on a des graines de raisin qui sont carrément cuits. Ce raisin, si on le mange, il a goût à confiture. C'est pas non plus ce qui va enlever la récolte. Ça peut, au bout d'un certain pourcentage, ça peut donner des goûts bizarres dans le vin. Voilà, donc en apparence, celui qui travaille bien en bio ou celui qui travaille bien en conventionnel, il fait les mêmes récoltes. Donc on se dit finalement, le sol, il y est pas pour grand-chose. Sauf que, bon, sur une terre comme ça, qui est depuis 44 ans en bio,
il y a un équilibre qui s'est fait tout seul, donc il n'y a plus besoin d'apporter des éléments minéraux ni organiques quasiment. Et sur une vigne comme ça, c'est engrais chimiques, NPK, azote, phosphore, potassium. Ce qui est certain, c'est que ce type d'agriculture n'est pas durable parce que les engrais, que ce soit le phosphore ou la potasse, ce sont des engrais fossiles. Là, on est arrivé à un équilibre, mais c'est un équilibre qui m'a demandé 35 ans de travail, quoi. Pendant 35 ans, j'ai accepté des baisses de rendement, j'ai accepté... Et quand on y arrive, mais 35 ans, c'est une génération, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui a envie de le faire. Maintenant, avec le recul et l'expérience, je sais qu'avec des engrais verts, par exemple, ou de l'apport de matière organique, on peut plus rapidement transformer un sol en sol vivant. Mais là, il n'y a pas eu de semis d'engrais verts, mais il y a eu un apport de broyage, de compost de broyage de végétaux. Donc on en a mis une couche assez conséquente, là il y a au moins 6 ou 7 cm, quelquefois plus. Là dans 2-3 ans, on aura une masse d'herbe qui va pousser naturellement. Ça demande beaucoup de manutention parce qu'on verse avec une benne, on n'est pas en croc. Et puis il faut avoir des gros volumes, donc on peut le faire que ponctuellement, quoi. Mais c'est une terre qui était très fatiguée, donc on a décidé de le faire. Les engrais verts, eux, leur rôle, c'est de diviser le sol par les racines, d'apporter des complexes, des mycorhizes, tout ce qui permet à mieux fixer l'eau, et puis d'apporter certains éléments aussi. Les engrais verts, genre légumineuses ou papillonacées, eux, ils amènent de l'azote. Les engrais verts, style chou, moutarde ou autre, décomplexent le phosphore et ça permet d'améliorer les sols, quoi. Puis après, bon, il y a des herbes spontanées qui se mettent à pousser, qui vont déstocker le potassium, etc. Ceci dit, on vient de voir que de loin, il est difficile de comprendre ce qui fait que deux sols de même origine géologique se comportent si différemment vis-à-vis du cycle de l'eau. Et on le comprendra avec le petit test qu'on va faire ensuite, après avoir prélevé quelques échantillons. Mais avant, il faut se rapprocher du sol pour voir sa structure. Voilà ce qu'on doit avoir dans un sol vivant. Des trous, des petits trous, rien que des trous. Et quand il pleut, bon là il est un peu dur, parce qu'il est sec, mais dans tous ces trous, l'eau elle peut descendre, mais à vitesse grand V, quoi. Quand il y a un trou comme ça, et là il descend de l'eau, hein. Donc là on s'aperçoit très vite qu'il y a un côté beaucoup plus anguleux, beaucoup plus serré, beaucoup plus tassé. Donc on voit des microstrates. Si on essaie de détruire l'agrégat, on voit qu'il se délite. Voilà, là on voit très bien que c'est des couches comme un millefeuille, quoi. Donc ça, quand l'eau passe dessus, ben le ruisselle ne peut pas rentrer, c'est pas possible, quoi. Voici donc le test dont j'ai parlé. Après avoir prélevé les sols dans la terre en conventionnel et dans la terre en bio depuis 40 ans, on va faire le test avec les bouteilles. Donc c'est 2 bouteilles que vous coupez aux 2/3, vous les retournez, vous percez les bouchons de façon similaire pour pas biaiser le test. Et puis après on fera passer de l'eau. Donc on met de la terre dans les bouts de bouteilles coupées. On en met la même quantité de chaque côté. Alors ce genre de test, il faut le faire en comparant toujours des terres qui sont de même origine géologique. Donc vous ne pouvez pas faire un test comparatif avec une terre limoneuse et une terre argileuse ou des terres qui sont de régions complètement différentes. Donc c'est vraiment
L'importance sur le cycle de l'eau, c'est de comparer des terres qui sont d'origine géologique les mêmes. Voilà, donc on va simuler les orages cévenols, puisqu'on est dans une région où des fois ça arrive qu'il pleut fort. Et on fait passer l'eau, et puis après on va observer. Vous avez immédiatement quelque chose qui saute aux yeux, c'est que d'un côté, l'eau est passée sans s'arrêter, et de l'autre côté, elle coule avec difficulté. Le sol, c'est quelque chose qui peut être vivant ou mort. Donc s'il est vivant, il s'organise, et s'il est mort, il est désorganisé. Si vous n'avez pas de complexe organisé et stable, vous allez avoir immédiatement la terre, l'argile, les sels minéraux qui se mettent en suspension. On le voit très bien dans la bouteille du sol conventionnel. Donc vous pouvez imaginer immédiatement les conséquences sur le cycle de l'eau. Les terres sont rarement à plat complètement, et même elles seraient à plat complètement, l'eau elle va s'écouler, elle ne peut pas rester sur place. D'un côté, l'eau elle va rentrer et elle va aller dans les sols, dans les nappes, alimenter les sources et puis les rivières, et puis rallonger le cycle de l'eau. Et de l'autre côté, elle reste en surface, donc elle va s'écouler, elle va emporter l'argile et les sels minéraux et les engrais si vous en avez mis dedans. Alors, suivant les types de sol que vous avez, vous n'aurez pas tout à fait la même réaction. Là, on est sur un type de sol argilo-calcaire, donc il y a beaucoup d'argile. Donc cette argile, avec les sels minéraux, forme cet ensemble qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est un ensemble qui est dynamique, donc toujours en vie. Si toute l'eau s'en va dans les rivières, et là, toute l'eau descend dans les nappes, donc là, elle va alimenter les sources, puis les rivières, et tranquillement, le cycle de l'eau se fait normalement. Vous aurez davantage d'évapotranspiration, donc ça permet de rafraîchir le climat. Là, vous avez toute l'eau qui tombe full camp, dans les rivières et puis à la mer. Donc vous avez sécheresse, aggravation des phénomènes d'érosion, et à la fin, on se retrouve avec un climat qui est complètement dégradé. Là, vous avez l'exemple d'une terre vivante comme dans les montagnes où, quand il fait des grosses pluies, vous avez de l'eau claire qui coule des prairies ou des forêts ou des sols. Et là, vous avez l'exemple des eaux boueuses qui envahissent les villes, les villages, qui coulent des champs, qui envahissent les routes. Quand on a vu ça, on a tout compris. Arriver à rendre les sols vivants, tous les sols agricoles, si on rend tous les sols agricoles vivants, on va arriver à capter beaucoup d'eau dans la structure du sol et diminuer déjà l'érosion, diminuer les effets des inondations et permettre à des sources de couler plus longtemps, donc d'alimenter les rivières plus longtemps et d'avoir la possibilité d'arroser quand on a vraiment des périodes très sèches l'été, ou que ce soit du maraîchage, même la vigne. Alors, on est dans des conditions où j'ai un coteau, là, si je ne l'arrosais pas, ça ne serait plus la peine de le cultiver, quoi. Et la vie a une limite, il faut quand même l'admettre, mais c'est certain que l'histoire des grandes bassines comme Sainte-Soline ou celle qui est en projet chez nous dans le Gard à 30 km d'ici, 600 000 m3, c'est une solution à très court terme, mais c'est un peu comme les canons en haut pour faire de la neige l'hiver dans les stations de ski. On voit bien où ça nous amène. Voilà, on est sur une vigne en première année de conversion bio. Donc après vendange, on a fait un travail du sol pour pouvoir implanter un engrais vert, qu'on devine un petit peu là. Et bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé. Après les pluies qu'on a eues, là, des 200 mm, on a une perte de terre en amont là, et on voit que la terre, l'argile, tout a coulé et est allé vers le ruisseau. Donc il n'y a pas trop de terre qui est partie dans le ruisseau, mais bon, ça a atterri dans la rive de la vigne. Et là, on est vraiment sur du conventionnel, c'est encore du bio, mais c'est du bio en début, mais c'est encore du conventionnel, donc le sol n'est pas du tout structuré. Voilà, là on est sur un endroit où l'eau qui est descendue de plus haut n'a pas pu s'évacuer, donc on a eu une stagnation de l'eau, donc pourrissement de l'engrais vert, on voit qu'il a pas pu germer, les graines ont pourri. Et on est sur un tassement des sols, c'est typique, quoi. Le sol est fondu, il n'y a plus de... Là, on est sur une zone totalement imperméable, quoi. Chaque fois qu'il pleut, pendant 3 jours ou 4 jours, ça reste une flaque d'eau. Et on commence à deviner la mousse qui commence à pousser, voilà. Donc c'est un sol qui
normalement du potentiel pour infiltrer de l'eau qui ne le peut plus. Voilà, là on est en deuxième année de conversion. Donc on voit immédiatement que les engrais verts poussent différemment. Il y a davantage de févroles qui ont poussé. On voit aussi la veste qui sort bien aussi. Et la densité est plus importante. Bon, on a rajouté aussi un petit peu de broyage de branches, mais très peu. Et ça permet de voir que déjà là, on n'a plus du tout d'entraînement de boue, de terre et tout ça. Donc on a déjà on a une restructuration des sols qui commence à se former. On est gagnant sur tous les tableaux. Là, quand il a fait les épisodes dans les 200 mm, il a fait des épisodes un peu serrés, à plus de 10 mm en 5 minutes. Et là, il est sorti de l'eau, de la terre, ça c'est clair, je l'ai vu. Mais ça n'a pas emporté de boue ni d'argile. Donc c'est que l'eau qui est sortie. On a un manque à gagner au niveau des nappes parce qu'on n'est pas encore sur une terre idéale, quoi. Voilà, là on est sur de la 3e année de conversion. Donc pas de semis cette année d'engrais vert. On a un enherbement spontané, donc différent là où le sol a été travaillé et là où il n'a pas été travaillé, simplement broyé. Donc c'est pas du tout le même type d'herbe qui pousse. Mais là, de cette terre, j'ai pas vu couler d'eau cette année. Je suis venu plusieurs fois quand il pleuvait. Donc déjà, au bout de 3 ans, on peut dire qu'on a stoppé l'érosion, qu'on a stoppé la perte d'eau, parce qu'il y a une bonne partie qui s'est infiltrée. Après, c'est peut-être pas parfait non plus encore. Moi, j'ai pu observer la transformation de mes sols, mais ça m'a pris au moins 30 ou 35 ans, parce que j'ai fait ça en tâtonnant et en allant doucement. Mais là on voit qu'en ayant une action positive et volontariste, on peut arriver en 3 ans déjà à changer énormément de choses, quoi. Donc, et après, ça peut aller que mieux. Donc il faut vraiment aider les agriculteurs à modifier leur façon de travailler et leur façon de penser, quoi. Voilà, là on se retrouve un peu comme en Bretagne, avec des algues vertes, dans un ruisseau qui draine une bonne surface de terre agricole. Donc ces algues le poussent. Bon, il y a le réchauffement climatique qui leur permet de se développer davantage en cette saison, mais on a aussi tous les engrais chimiques qui sont déversés dans les sols, qui ne sont pas fixés par les cultures et qui ne sont pas fixés par la bonne structure argilo-humique des sols. Ils se retrouvent drainés par les sources, par les drains, par les coulements de surface. D'où l'intérêt d'avoir de la végétation spontanée ou plantée à l'automne qui va permettre de fixer ces éléments et d'éviter que ça se retrouve dans les rivières et puis l'eutrophisation, parce que là, bon, il n'y avait pas de poissons. Mais plus bas, il y a des ruisseaux ou des rivières qui ont des poissons, et quand ces eaux chargées en nitrate et en phosphate tombent là-bas, et bien ça eutrophise et puis ça bouffe l'oxygène et on se retrouve avec tous les problèmes. Nous, des ruisseaux comme ça, avant on buvait l'eau quand on était gamin. On n'avait aucune crainte. Maintenant, je ne m'y pencherai pas. Il faudrait avoir soif. Lorsque vous constaterez que les saisons ne se font plus, qu'elles sont déplacées, que le climat est détraqué, lorsque la grisaille et le froid persistant assombriront vos jours, que vous serez obligé de vous chauffer en plein été et de vous mettre en bras de chemise pendant l'hiver, quand des sécheresses meurtrières pour tout ce qui vit se manifesteront et que des inondations dévastatrices séviront, quand les intempéries détruiront vos récoltes, quand la grêle défoncera vos toitures et que les cyclones les emporteront,
quand des tempêtes de sable emporteront vos sols et vous aveugleront, ce petit ouvrage vous dira pourquoi. Il vous dira aussi comment il sera possible de prévenir ces catastrophes. Extrait du livre de Maxime Guillaume, Le sol fait le climat, écrit en 1970 aux éditions Vie et Action. Si les gens ne comprennent pas, je ne sais pas comment il faut faire, quoi. C'est ça qui est dur. Donc moi j'ai fait ce film parce que j'ai un copain qui est prof de cinéma ici aux Beaux-Arts et qui voulait faire un film sur notre ferme, tout ça, et j'ai dit que tu veux faire un film, moi j'ai des choses à montrer et absolument que tu fasses un film là-dessus. Alors ça s'appelle, j'ai gardé le titre Génération 17, mais c'est le vrai titre, ça serait plutôt Le sol fait le climat. Parce que Génération 17, je suis la 17e génération de paysans sur les Rives, donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et moi je me suis rendu compte assez tôt, parce que je fais partie de la génération qui a connu avant les désherbages chimiques, avant les produits de traitement chimique sur la ligne, tout ça, et j'ai connu la transition. Donc j'ai assez de recul. Nos sols familiaux étaient fatigués avant les désherbages chimiques, avant toute la chimie. Ils étaient fatigués parce qu'on ne mettait pas assez de matière organique, parce que les chevaux, qui étaient la seule force de travail, n'avaient pas la puissance pour travailler des sols enherbés. Donc on désherbait avec des passages fréquents. Donc à chaque fois que vous travaillez un sol, en fait, c'est comme quand vous ouvrez le tirage d'un bonbon, vous brûlez la matière organique et l'humus, et donc tout s'en va. Et donc on se retrouvait avec des sols qui étaient totalement minéraux. Moi je me souviens tout gamin, quand on travaillait dans les vignes, dès l'âge de 8-10 ans, quand on va dans les vignes, à la cime des coteaux, on pouvait passer la main carrément sous la racine de la vigne. Et au fond de la vigne, quand on taillait, il fallait se mettre presque à quatre pattes, parce que la vigne était enterrée par la terre. Dès qu'on a eu les tracteurs un peu plus puissants, dans les années 65-70, là, on s'est tous équipés, tous les paysans, on a fait des petits documents, et en 85, on a acheté une petite pelle, une scrapette. Et tous les printemps, on remontait la terre du front, on la remontait, et tous les automnes, quand on grattait les sols, ça repartait. Et chaque fois, il y en a une partie qui s'en va en ronde. Alors après, quand les mairies se sont équipées de tractopelles, ils se sont mis à curer les ruisseaux, des routes et tout, parce que la terre, elle part aussi, tout le monde sortait la benne et faisait la queue pour récupérer. Moi, je me suis dit, mais c'est un travail de fou, quoi. C'est Sisyphe, en fait. On commence, on fait ça s'arrête pas, il faut trouver autre chose. Et donc, par divers canaux, j'ai rencontré l'agriculture biologique, et puis je me suis lancé là-dedans, et ça a abouti, c'est que 50 ans après, alors que mes voisins avaient prévu que mes terres seraient des terres à récupérer parce que j'allais faire faillite, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est nous qui récupérons. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de terres en conversion. Parce qu'ils abandonnent tous, ils arrêtent tous, donc nous on récupère les terres, on essaie de faire des îlots cohérents, et puis on sort des terres de là. Il y a des terres, franchement, la différence elle est énorme. Il y a des terres où la mairie était obligée de faire des ouvrages pour canaliser l'eau qui sortait des terres. Et depuis que nous on les a, ils ne sortent plus d'eau. Voilà, c'est vite vu. Moi je fais le pari que si on applique une méthode à l'ensemble des terres agricoles, en 3 ans on arrête l'érosion. Je ne dis pas qu'il faut quand même un certain temps. Parce que nous on y va, vous avez vu, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On a des outils agricoles, on récupère des grosses masses de déchets verts. Donc s'il faut le faire sur toutes les terres, mais il faudrait le faire sur une dizaine d'années. On devrait donner l'argent de la PAC, on devrait le distribuer aux paysans, on leur dire 10% de votre propriété, allez vous cultivez uniquement pour la terre. Donc vous faites pousser des pailles longues, donc pour faire de l'humus, il faut de la lignine, il faut du solide. Donc vous faites pousser
des choses qui vont sécher, mais faire une grosse masse végétale, vous travaillez que pour la terre, on vous paye, et vous travaillez que pour la terre. Et ça, vous le broyez, et vous ne l'empouissez pas, vous le laissez en surface, et pendant 3-4 ans, on vous paye pour ça, et au bout de 3-4 ans, vous allez voir, ça va changer. Et puis après, si on peut trouver des fumiers, si on peut trouver la matière organique, si les villes s'organisent pour récupérer les déchets de cuisine, en fait, tout ce qui peut se composter, un jour ou l'autre, il faudra le faire, ça. Donc après, on tourne en cercle fermé. Moi, mes vignes, je tourne en cercle fermé. Moi, mes rendements ont baissé pendant 15 ans. Donc là, c'est quand même des périodes où on doute un peu. Bon, heureusement que la famille m'a soutenu, mais moi-même, je me disais, voilà, il faut tenir, quoi. Puis après, pendant 10 ans, il y a eu un plateau. Et après, ça s'est mis à remonter. Donc, si vous voulez, quand une terre tourne sur elle-même, ben, l'exportation du vin, c'est quoi? Sur 100 hectolitres de vin, vous allez exporter 24 kg de sels minéraux. 24 kg, rien que chaque fois qu'il pleut du Sahara, du sable, ça tombe. Puis avec la masse qu'on a de sels minéraux dessous, il suffit d'avoir des mycorhizes dans les sols. Ces champignons, ils ont des acides, ils vont attaquer la roche mère. Et puis après, ils le donnent aux plantes par l'association en symbiose avec les racines des plantes. Et il suffit de regarder les forêts. Quand on voit les arbres énormes comme ça pousse, il n'y a jamais eu d'engrais dedans, mais ça pousse quand même. Donc il y a quand même une vie naturelle qu'il faut essayer d'imiter. Moi, j'ai remarqué que le travail du sol, il y en a qui parlent qu'il faut faire de la culture sans labour intégralement et tout. Bon, moi, j'ai essayé sur des vignes de pas du tout travailler. Bon, la sécheresse de 2003, sur un hectare de vigne, les rendements étaient tombés vraiment très bas et j'ai perdu des pieds de vigne qui ont crevé. Donc j'ai compris que ce n'était pas la solution idéale. Donc je me suis remis à travailler un rat sur deux. Et là, on aurait dit que j'avais apporté des tonnes d'engrais, tellement la vigne s'est remise à pousser et tout. Et depuis, elle pousse bien. Donc il y a une limite, il y a une limite acceptable dans le travail du sol, parce que quand on travaille les sols, en fait, on aère, donc on donne un coup de boost aux bactéries. Et les bactéries sont nécessaires pour transformer la matière organique aussi, comme les champignons, mais surtout les bactéries. Donc ça, les engrais verts, c'est fait pour ça, aussi c'est pour nourrir les bactéries. Donc quand on remet les sols en vie, parce que si on met que du carbone, si on met que du carbone sans apporter un peu de vie microbienne, surtout bactérienne, on fossilise un peu la matière organique. Donc on accumule, mais bon, on n'en fait pas vivre. Donc si on veut vivre de ce métier, il faut produire, donc il faut quand même le faire. Mais moi j'ai remarqué que 3 façons culturales sur les vignes, en tout cas 3 façons culturales, on n'abîme pas le sol. Donc on garde le sol, quand il pleut dessus, le sol garde sa structure. Et j'ai essayé plusieurs fois simplement une 4e façon, dès qu'il pleut, ça glace. Vous avez vu dans les tests des bouteilles, le glaçage, ce que c'est que la terre ne tient pas, donc elle se liquéfie, la boue se liquéfie, et quand ça sèche, ça fait ce qu'on voit quand ça sèche les déserts, quand c'est tout craquelé, c'est tout. Alors que le sol vivant, lui, il va rester, il va garder sa structure, et on dit souvent, oui, mais les sols sont tellement secs que quand il pleut, ça ruisselle. Là, j'ai observé des dizaines et des dizaines de fois, même dans mes sols, même s'ils sont très secs, quand il pleut, ça descend. Moi, en 2002, on a eu 700 mm, on était à l'épicentre du phénomène, on a eu 700 mm en 22 heures. Moi, il s'est passé 200 mm avant que mes sols commencent à lâcher de l'eau. 200 mm, c'est parce que le tiers. Donc, si on avait économisé le tiers, si on avait récupéré 200 mm uniquement sur les vignes, il y avait 80 000 hectares de vignes à l'époque, là, dans la zone qui a reçu beaucoup d'eau, ça faisait 160 millions de mètres cubes. C'est 6 heures de crue à 6 000 mètres cubes de seconde au pont du Gard. Donc c'est peut-être que Aramon, les digues n'auraient pas sauté, peut-être qu'il y aurait eu. Voilà. Pour donner un autre chiffre, une bassine, c'est fait de 600 000 mètres cubes, c'est fait à peu près pour 600 hectares. Ils donnent 1000 mètres cubes, ils arrosent 1000 mètres cubes hectares. Il y a 28 millions de terres agricoles en France. Si vous multipliez par 1000 mètres cubes, il faudrait faire 46 000 bassines comme Seine-Solide pour arriver à irriguer toute la France.
Et si on multiplie par un prix de 4 ou 5 millions d'euros, parce que c'est ce que j'ai trouvé comme chiffre moyen de ce que ça coûte, on trouve tous les chiffres, mais en gros c'est à peu près la moyenne, ça fait 26 ans de PAC en France, à 9 milliards chaque année. Donc si on utilise l'argent intelligemment, on voit qu'on peut faire des choses autrement. Et c'est exactement ces 1000 mètres cubes, si on les stocke dans les sols de 28 millions d'hectares, ça fait 28 milliards de mètres cubes, c'est la totalité de tous les prélèvements en eau en France, à part les canaux de navigation. Donc toute l'eau qui est utilisée, prélevée en France, on pourrait, il suffirait de faire infiltrer 100 mm de pluie de plus qu'actuellement, et on résout le problème. Après on aurait de l'eau dans les nappes quand il faut arroser, parce que le climat est plus sec, plus chaud, on aurait de l'eau à volonté. Je ne sais pas ce qu'il faut dire de plus. Et où sont les freins? Les freins, c'est l'ignorance, je pense. Il faudrait leur mettre la tête dans un truc. Alors moi j'ai parlé de votre manière de faire des viticulteurs. Non, je l'avais mis un micro. Du coup, moi, j'ai parlé de votre manière de faire parce que j'ai regardé votre film et j'en ai parlé à des viticulteurs. Et en fait, eux, le frein qui m'ont spontanément dit, c'est ah oui, mais ça coûte cher de mettre, de semer à l'interrang des vignes. À l'inverse, c'est vrai que les semoirs coûtent cher, mais dans les paysans, on peut en parler. Nous, vous avez vu, on a bricolé un vieil épandeur à engrais chimique. On a bricolé, on l'a accroché sur un vieux griffon, et donc les graines tombent et les griffes derrière enterrent ça ne coûte rien du tout. Et les engrais verts, on les cultive nous-mêmes, on fait c'est sûr qu'on utilise certains termes, mais ça rentre dans les rotations. Donc on sème de l'avoine, de la laisse, de la fève-rogue, et puis on moissonne, on récupère et on se sert de ça. C'est pas... Non, ça coûte pas cher. Honnêtement, c'est pas... Oui, du coup, moi je leur disais, mais par rapport à ce que ça vous coûte en engrais, en produits phytosanitaires, tous ces produits pesticides ou pour l'oïdium, vous passez plein de produits sur vos vignes, peut-être que vous auriez moins besoin d'en passer si le sol était beaucoup plus équilibré, quoi. C'est sûr que les engrais chimiques, ils pourraient s'en passer. Les produits de traitement, malheureusement, bon, la vigne n'a pas assez évolué encore pour se défendre seule contre les mildiou, et compagnie. Donc on est obligé d'en utiliser aussi, mais on en utilise moins, ça coûte moins cher, et puis c'est surtout moins dangereux pour nous et pour l'environnement. Mais c'est des freins psychologiques, tout ça. Je pense qu'il faudrait que l'État soutienne des réseaux comme les réseaux DEFI, DE, PHY. C'est des réseaux d'agriculteurs qui sont conventionnels, mais qui essaient de sortir de la dépendance au phyto. Et donc en une dizaine d'années, par des rotations différentes, c'est surtout par des rotations différentes, culture de printemps, culture d'automne, pour casser le cycle des mauvaises herbes. Et il y avait le témoignage une fois sur Campagne Solidaire, là, sur la revue de la Confédération Paysanne, et c'est un gars qui, au bout de 9 ans, il arrivait à se passer de 90% des pesticides, quoi. Donc ça, c'est quelqu'un qui, si lui, le bio ne l'intéressait pas, mais c'est quelqu'un qui, s'il voulait aller au bio, il avait qu'à faire un pas comme ça, il y était. Alors que là, on soutient les gens pour faire du bio, on leur dit allez-y, faites du bio. Donc quand les prix sont un peu plus chers, les gens ils s'y jettent, mais si vous êtes pas bien économiquement et si vos sols sont fatigués, hyper fatigués, au bout de 5 ans, c'est la cata à tous les coups. Donc après, marche arrière, il faut commencer par le commencement. Moi je dis qu'il faut arrêter de parler d'agriculture biologique, il faut parler d'agriculture organique. Parce que c'est ça le problème. Vous pouvez vraiment faire de l'agriculture biologique en faisant exactement comme les collègues qui sont en agriculture classique. Vous remplacez les engrais NPK par des engrais NPK autorisés, parce qu'en fait c'est ça. Vous avez des petits bouchons là, quand vous vendez, là, vous avez les mêmes 7, 6, 8, tout ce que vous voulez. Donc les éléments qui sont pris, ils ne viennent pas du bio, hein. La matière organique, les bio, ils la gardent pour eux. Donc ça, c'est des linaces, c'est le betterave pour la potasse,
des fientes de volaille industrielles, des farines de plumes, des farines de sang, des trucs comme ça. Donc